la planète, plus précisément l'environnement, plus précisément les changements climatiques, donc plus précisément leurs effets sur la planète. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Londe, Marie-Lé. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Londe tombée. On en entend parler tous les jours. Mais est-ce qu'on en parle trop? Pas assez? De la bonne façon? Avec les bons moyens, le bon ton, la bonne énergie, les bons mots? On vous a demandé ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve qu'on en parle, mais pas assez. Je trouve qu'on en parle aussi beaucoup, mais c'est plus les adultes qui en parlent. Je vois pas beaucoup d'étudiants. Comme s'ils étaient écœurés, comme on dit là, communément, puis qu'il y avait un trop-plein, puis qu'à un moment donné, ça rentrait plus. Être anxieux, triste, en colère parce qu'on détruit l'environnement, c'est normal. Le meilleur moyen de canaliser l'anxiété, selon les spécialistes, c'est l'action. On jette vraiment rien ici. On fait de la réutilisation de matières plastiques. C'est tous des dons. On n'achète pas vu que c'est vraiment de la seconde main. Dans la terre, il y a des plants en ce moment qui sont plantées. Parce qu'ensemble, on peut faire une différence. Je m'appelle Alex Beausoleil, je suis rédactrice en chef adjointe du magazine Curium, et voici le balado pour la planète. Pour bien communiquer le message environnemental, on a décidé de savoir c'est quoi ça au juste, la communication environnementale. Ah, puis je vous le dis tout de suite, c'est un terme qu'on va entendre beaucoup dans l'épisode. Notez bien le nombre de fois qu'on le dit, parce que ça se peut qu'il y ait un test à la fin. Bien, la communication environnementale, c'est dans tous les canaux possibles. La communication environnementale, c'est d'utiliser toutes les techniques qu'on connaît pour communiquer sur un enjeu public, mais appliqué à la cause environnementale spécifiquement. Puis de façon générale, on fait ça parce qu'on veut changer des choses. La communication environnementale, c'est dans tous les canaux possibles. Puis, tu sais, ça peut être certainement dans les médias. Ça peut être la communication environnementale, juste 2 personnes entre elles. Valériane Champagne-Saint-Arnaud, je suis professeure au département de marketing de l'Université Laval et je suis membre du comité consultatif sur les changements climatiques mis en œuvre par le gouvernement du Québec. Valériane est donc prof de marketing et elle nous rappelle que la communication environnementale, ça va bien au-delà de ce qu'on entend dans les médias. Ça touche tout le monde, autant nos amis que nos parents, notre voisin, son chien, puis sa mère. La communication environnementale, justement, c'est pas que, à sens unique, des experts qui parlent à des gens qui ont moins d'expertise. C'est aussi et beaucoup la conversation entre citoyens. Puis on le sait, c'est bien documenté. Pour faire changer les choses, pour transformer une société, c'est aussi comment les gens, dans l'espace privé, donc j'ai donné l'exemple d'une famille, mais ça peut être des amis entre eux, ça peut être une gang dans une école qui parle au reste de l'école parce qu'ils ont un projet super trippant. Tout ça, ça fait partie de la communication environnementale. Puis tout ça, ce sont des pas importants pour changer les choses. Je pense que les gens qui s'informent en environnement, qui puissent prendre le temps d'en parler avec les gens autour d'eux, ben ça peut semer des graines, et même mieux qu'à travers un média. Marie-Soleil Marleau, c'est une jeune journaliste de secondaire 5 qui écrit sur l'environnement. Pour la campagne Sors de ta bulle. Et ça me permet d'écrire sur 1.5, donc le média d'action climatique au Québec. Puis moi, j'écris plus du côté de l'action climatique, donc de ce qui se fait concrètement dans ma communauté. OK, on va régler tout de suite la question qui vous brûle les lèvres, là. Est-ce que son nom, Marie-Soleil, a quelque chose à voir avec son intérêt pour la planète? J'ai pas l'impression que mon nom a influencé mon intérêt. Je dirais que les jeunes autour de moi sont tannés qu'on parle négativement de l'environnement. Donc, ils se ferment automatiquement à ça. Donc là, dès qu'on dit environnement, c'est négatif. Donc, j'en parle plus, j'écoute plus ça et je fais l'autruche, dans le fond. Mais je pense que si les jeunes voyaient plus les solutions, voyaient plus ce qu'il y a de positif, ou du moins ce qu'ils peuvent faire s'ils mesuraient leur pouvoir d'action, parce que souvent d'ailleurs, les jeunes, on a l'impression qu'on peut rien faire. On a les mains liées, tant qu'on peut pas voter, on peut rien faire. Mais c'est pas vrai. Valériane, notre experte en la matière, elle est d'accord avec Marie-Soleil. C'est pas tant qu'on en parle trop ou pas assez. Ce qui compte surtout, c'est comment on en parle. Alors moi, je pense qu'on ne parle pas trop d'environnement, d'autant plus que là, l'environnement, c'est extra large. Là, on peut parler des enjeux de biodiversité, on peut parler des enjeux de pollution de l'eau, pollution de l'air, changement climatique. Moi, je pense que toutes ces thématiques-là gagneraient à être présentes dans tous les bulletins de nouvelles, par exemple, dans tous les journaux à chaque jour. On entend beaucoup parler des mauvaises nouvelles en environnement et
c'est pas inadéquat, tu sais. Moi, je pense qu'il faut parler avec justesse de la situation. Puis la situation que je connais le mieux, c'est celle qui concerne les changements climatiques. Puis en matière de changement climatique, c'est vrai que ce sont les mauvaises nouvelles qui s'accumulent. C'est vrai qu'à chaque année, on pulvérise les records d'augmentation de température terrestre. C'est vrai qu'on voit de plus en plus d'événements climatiques extrêmes qui nous arrivent. Donc, ces choses-là sont vraies et il faut les dire. Il y a beaucoup de solutions aussi qui existent et ça, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Et si on en parlait davantage, je pense que ça nourrirait une forme d'optimisme qui est certainement essentielle si on veut poursuivre notre engagement, mais pas de manière alarmiste, de manière réaliste et toujours en ramenant une dose d'espoir. OK, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin? C'est bien documenté à quel point les Québécois, Québécoises ressentent pas une très forte menace climatique parce qu'ils ont l'impression que ça se passe très loin de nous. Si on devait mieux parler des enjeux environnementaux, je pense qu'il faudrait être capable de les ramener à l'échelle locale puis de montrer comment ça se traduit chez nous. Mais pas juste en termes de problèmes, mais aussi comment, chez nous, à l'échelle locale, on passe à l'action et on transforme des choses. Les jeunes, on peut faire de quoi? Donc, de savoir qu'on a un pouvoir d'action, qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, qu'il y a des solutions qui existent, je pense que ça ramènerait quelque chose de plus positif en environnement puis que les jeunes voudraient en entendre parler. C'est comme tout ce qu'on voit dans les grands journaux ou tout ce qu'on voit tout le temps, c'est négatif, négatif, négatif. Mais si on ramenait du positif là-dedans, je pense que les gens, ils s'impliqueraient. Je pense que pour rejoindre les jeunes puis les conscientiser à la cause environnementale, ça va vraiment être d'aller où est-ce qu'ils sont. Et les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis je pense qu'aussi, par rapport aux jeunes en particulier, on va vivre ça, les changements climatiques, plus que quelqu'un de 70 ans, par exemple. On va se le dire, on s'est tous déjà retrouvés dans un souper de famille avec un mononcle Roger qui a des propos... disons qu'il a l'air plus préoccupé par son gros char et l'asphalte qui arrose pendant des heures par un beau samedi de canicule que par le sort de la planète. Et avec lui, parfois, on peut trouver que c'est difficile de parler de la cause environnementale. Et pour ça, Valériane nous propose d'aborder le sujet en s'adaptant à la réalité de Mononcle Roger. Donc, si on pense à notre mononcle Roger, là, qui est un peu réfractaire à la question environnementale, qui trouve même pas que c'est important, puis lui, il tripe sur son gros char, il y a quand même moyen d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est important pour lui, puis comment on peut faire la promotion de la question environnementale pour répondre à ses besoins. Lui, par exemple, il délaissera peut-être pas sa grosse voiture. Puis même s'il y a plus de pistes cyclables dans sa ville, par exemple, plus de transports en commun, il ne fera pas la transition. Mais par contre, on peut lui dire que ça serait super important pour lui qu'il appuie ces initiatives-là, parce que s'il y a moins de monde sur la route que lui, il emprunte à tous les jours, ça fait moins de trafic, puis lui, il y gagne. Donc, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui motive cette personne-là et juste de recadrer notre message pour lui montrer comment la transition écologique, ultimement, ça va lui servir à lui aussi. Moi, je me dis que l'être humain, il n'aime pas vraiment le changement. Il serait difficile d'incruster dans la tête des gens certaines idéologies que nous, on pense qui seraient bons pour la planète. On peut essayer de les éduquer, puisque nous, on s'est fait enseigner comment prendre soin de notre planète et comment aider le système. Alors, on peut leur enseigner à leur tour pour essayer de les faire comprendre que c'est dangereux, puis que pour le futur de leurs petits-enfants ou pour le futur de leurs enfants, que c'est nécessaire de faire des changements. Moi, je dirais que faudrait faire passer le message par l'édifice. Je pense que si tes grands-parents t'aiment beaucoup, ils t'écouteraient attentivement sur le fait que, tu sais, toi, t'as été éduqué, puis tu sais que la planète est en danger si on change pas. Puis je pense que s'ils t'écoutent attentivement, ils vont comprendre qu'ils vont arrêter d'arroser l'asphalte. Bien sûr, pour que les jeunes sensibilisent les vieux, les moins jeunes, merci, il faut d'abord les rejoindre, ces ados-là. Selon moi, oui, mettons, il y a des gens de notre âge qui regardent plus ces nouvelles, mais c'est pas le cas pour tout le monde, puis je peux le dire que c'est pas le cas pour moi nécessairement. Les réseaux sociaux sont faits pour te montrer des choses qui t'intéressent. Fait que si toi, tu t'intéresses pas exactement à l'environnement sur les réseaux sociaux, tu vas pas exactement recevoir des messages comme ça. On est tous victimes de l'algorithme sur les réseaux sociaux. Par exemple, une fois, j'ai eu le malheur de regarder une vidéo de perroquet.
Ben depuis, on me propose juste des vidéos de perroquets. Marie-Soleil nous rappelle qu'on doit parfois faire un petit effort pour avoir accès à de l'information de qualité, quitte à manquer une vidéo de perroquet. Je pense que pour aller chercher les jeunes, non seulement il faut aller où est-ce qu'ils sont, mais il faut aussi leur faire prendre conscience qu'ils sont impliqués, qu'ils vont être touchés par ça, que c'est pas juste quelque chose qui va arriver plus tard dans 200 ou 300 ans. Là. J'aimerais ça dire aux jeunes qu'ils aillent s'informer en environnement, et s'informer, point, en général, mais dès qu'ils entendent quelque chose, qu'ils entendent une statistique, qu'ils sont témoins d'une action, qu'ils aillent faire des recherches, qu'ils aillent s'informer, particulièrement en environnement, parce qu'il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent, d'éco-blanchiment, de greenwashing, là, de marketing pour l'environnement, mais c'est pas toujours vrai. De façon générale, on peut dire que le marketing vert, c'est quand une entreprise ou une organisation va choisir de miser sur des caractéristiques écologiques, par exemple d'un produit, pour essayer de se démarquer de ses concurrents. Ça ne veut pas dire que c'est une pratique très saine, ça ne veut même pas dire que c'est une pratique très légale en soi aussi. Ça peut être tout simplement mettre un emballage tout vert avec des feuilles puis des images de petits animaux pour donner l'impression que le produit est plus vert que vert. Mais en soi, est-ce que c'est un produit qui est souhaitable sur le marché? Est-ce que c'est vraiment une solution environnementale? Pas nécessairement. Tout ça, c'est de plus en plus réglementé et le poids n'est pas sur les consommateurs, consommatrices, mais bien sur les entreprises d'agir de façon adéquate et éthique quand ils mettent un produit sur le marché puis la façon dont ils en font la promotion sur le marché. Donc, vraiment d'aller s'informer puis de prendre le temps de voir c'est quoi qui se passe, c'est quoi qui se fait réellement, puis qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle là, pour changer les choses. Bref, comme dit Marie-Soleil, il faut s'informer et partager l'information. Soyons généreux, mais pas trop. C'est sûr qu'à force d'en parler sans devenir très insistant ou très fermé là, à toutes sortes de choses puis devenir très rigide, mais en étant ouvert puis en glissant toutes sortes d'informations comme ça qui sont évidemment fondées en environnement, ben ça peut ouvrir les esprits tranquillement de ceux qui sont plus réticents à ça. J'ai pas mal d'espoir quand je regarde les gens, les jeunes autour de moi. Je pense que les gens sont de plus en plus conscientisés à ça, les gens sont de plus en plus ouverts à en parler. J'ai de l'espoir, quoique il faudrait que ça change. Il faudrait que ce soit plus haut, plus large. Les gens en politique, les adultes, ceux qui font la société d'aujourd'hui vont avoir un impact sur la société de demain. Fait qu'on a beau dire que nous, on est la société de demain, mais si demain, il n'y a plus rien, faudrait que ça commence à changer aujourd'hui. Non seulement je pense qu'on a tout en main pour avoir de l'espoir, mais en plus, il faut avoir de l'espoir. Parce que si on perd l'espoir, évidemment, on devient complètement lassé, complètement découragé et on tombe dans l'inaction. Donc, l'espoir, c'est absolument essentiel. Il faut juste qu'on mette les projecteurs sur ce qui se passe de bien. Puis ça, c'est sûr que ça va nous réchauffer le cœur, puis ça va nourrir cet espoir-là lucide. Je trouve que comparé à nos parents, on prend beaucoup plus soin de la planète, même si on s'en rend pas nécessairement compte. Il y a beaucoup d'habitudes qui se sont faites comme dans nos entourages puis tout ça, qui peut faire en sorte que ça aide la planète. En plus de ça, on a été mis au courant des choses négatives qui arrivent à cause de l'émission de CO2 puis tout ça. Mais honnêtement, oui, je pense que j'ai espoir. Ben moi, je pense qu'il y a encore de l'espoir. Puis je pense que qu'est-ce qui s'est passé plus négativement vers notre génération, c'est qu'on a vu les catastrophes que ça pouvait faire. Puis avec ça, on a décidé de se reprendre en main. Si on pense à notre génération future, quand notre génération va être la génération de leader mondial, j'ai plus espoir parce que je pense que là, on va vraiment être éduqués, nous, puis on va savoir comment faire les bons changements et bien protéger notre planète et contrer les changements climatiques. Avoir de l'espoir, c'est ce qu'on vous propose dans ce balado en 6 épisodes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, tous les gestes comptent. Un petit geste par-ci, un grand geste par-là. Mettons nos efforts en commun pour la planète. Et pour ceux qui ont suivi, on a dit 8 fois communication environnementale. Yeah! Vous gagnez le droit de vous rendre à l'épisode 2. Pour la planète est un balado de Curium. Narration, Alex Beausoleil. Réalisation, Joanie Larue. Recherche et accompagnement, Simone Caron. Conseillère au contenu, Sarah Perrault. Un merci particulier aux étudiants du Collège Notre-Dame de Lourdes. Ce balado a été réalisé dans le cadre du défi 1000 gestes pour la nature, en collaboration avec l'Université Laval, Lab 22 et Environnement Jeunesse, avec le soutien financier du gouvernement du Québec.